semaine, on accueille le copropriétaire du Centre Baseball Grand Chelem à Montréal, un ancien joueur des Expos de Sherbrooke dans la Ligue de baseball senior, de Quaticook, Thetford Mines, Actonville, et si jamais il y en a que j'ai oublié dans la liste, on les rajoutera à ceux-ci. Ancien membre dirigeant du programme de l'Académie de baseball Canada, il a évolué avec la capitale de Québec en 2009 et 2018. Dernièrement, il a remporté le championnat canadien senior avec l'équipe Québec à Red Deer en Alberta. Quand même, c'est quelque chose assez impressionnant à avoir fait. Il est avec nous pour nous faire connaître le baseball privé au Québec et nous permettre de se familiariser avec cet aspect du baseball qui, selon moi, est peut-être moins bien connu qu'on devrait le connaître. Et on a la meilleure personne pour réussir à nous éclairer sur le sujet. Comment ça va, Douglas Toro? Hey, ça va super bien, là. Écoute, je peux comprendre, ça porte à confusion. J'ai joué pour plusieurs équipes, surtout dans la Ligue senior, tu sais. J'ai été, en fait, j'ai même commencé à Quaticook à mes débuts de la Ligue. J'adore ma Ligue, en fait. J'adore les boys que je côtoie chaque été. Et après ça, j'ai fait rapidement là, Saint-Jérôme un petit peu, Montréal quand il y avait une équipe à Montréal. Après ça, oui, Sherbrooke, peut-être Fermine et maintenant Actonville. Fait que j'aime encore jouer au baseball, puis je triple. Là, je trouve que notre ligue, c'est une ligue qui est pas encore connue, mais que ça s'en vient. Là, on voit de plus en plus de publicité qui se fait à travers le monde du baseball québécois, puis notre ligue, elle se démarque d'année après année. Et j'aimerais savoir, parce que tu sais, dans les dernières années, dû aux performances de ton frère Abraham dans le baseball majeur, beaucoup de gens connaissent le nom Toro dû au fait que ton frère est dans le baseball majeur. Mais tu as aussi une carrière assez intéressante dans le baseball professionnel, semi-professionnel, collège américain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ouais. à quel moment dans ta carrière de joueur de baseball, le baseball a commencé à être un peu plus sérieux, que tu t'es dit, hey, j'ai peut-être une chance de faire quand même un bon long, une bonne run sur le baseball. Ma famille est arrivée ici les années 80, dans les années 90, de l'Amérique latine, du Venezuela. Fait que c'est sûr que c'est le sport national du Venezuela. Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai faite, c'est de dire à mes parents que je voulais jouer au baseball. Donc, je me suis inscrit au Pionnier de Longueuil. Je te dirais que ça a changé complètement ma vision du baseball québécois parce que c'est une coïncidence. J'avais fait une pratique avec une équipe, puis il m'avait monté directement dans une autre équipe, puis par après, j'ai réalisé que c'est une équipe Pee-Wee 2A. Cette équipe-là était devenue, puis encore une fois, le baseball, c'est une question de timing, comme on le dit, là, c'est une question de coïncidence. C'est devenu, selon moi, probablement la meilleure équipe Pee-Wee du Québec. Il y a eu quelques gars de là qui ont joué. En fait, on est trois joueurs professionnels dans la même équipe. Il y avait un gars qui fait de l'équipe nationale, collège américain et autres. Fait que c'est sûr que ça a bien commencé pour moi parce que ça m'a motivé à continuer à jouer au baseball, mais aussi réaliser qu'il y avait de la bonne balle ici, là, au Québec. Et à travers ces années-là, comme tu dis, tu as commencé dans une équipe Pee-Wee 2A, ton cheminement par la suite s'est fait vers quel type d'équipe? Est-ce que tu t'es dirigé vers Midget 3A? À quel moment on a commencé à te dire que tu as t'as un talent et tu pourrais te diriger dans une instance de baseball plus haut? Fait qu'à quel moment ça a commencé vraiment à te faire, tu as commencé à te faire voir puis qu'il y avait une possibilité d'aller plus loin? C'est sûr que le vouloir de mon côté était toujours là au début. Comme je te disais, je connais pas tant les structures du baseball québécois. On parle que aussi, je pense que de mémoire, il y avait seulement un sport-études. Je pense qu'il y a peut-être quelques écoles de baseball ici et là, mais le premier sport-études, là, c'était, ou le seul sport-études, c'était Édouard Montpetit. C'est sûr que quand tu arrives dans le pays, là, c'est que tu essaies de comprendre c'est quoi mes options et autres. Bon, j'ai fait puis oui, Bantam, après ça, là, j'ai pu faire le niveau midget 3. Puis je pense que midget 3, c'est souvent un gros step pour les joueurs de balle parce que le midget, quand tu joues midget 3, souvent, là, tu commences à voyager, là, tu joues à travers la province. Dans le temps, il y avait aussi un camp d'entraînement en Floride, là, à Cocoa Beach, pour le 3A. Il y avait les îles du Québec aussi, là, qui commençaient à se développer, l'Académie Baseball Canada. Là, j'ai commencé à comprendre que c'est exactement ça que je voulais faire.
Et ton parcours, est-ce qu'il t'a permis de te rendre à l'ABC? Je pense que dans mes recherches, j'ai réussi à trouver certaines informations, mais je me dis que tu peux nous le clarifier. Ton Mhm. tremplin, ben, j'ai vu que tu t'es dirigé dans les collèges américains. Est-ce que ton tremplin a été fait par l'ABC? Il a été fait par l'Académie du Baseball Canada. C'était le temps, dans le temps, c'était Richard Raymond, Joël Landry, Sylvain Saint-Don là, qui étaient en charge du programme. Fait que oui, l'ABC à ce moment-là, tout au début, j'avais fait, je pense que j'étais plus jeune, je me rappelle pas quand exactement, une visite à l'ABC, puis c'était des joueurs un peu plus vieux. Puis là, ils commençaient à rajeunir l'ABC un peu, là, prendre les gars des ailes du Québec, 15, 16 ans, 17 ans. Moi, de mémoire, j'avais 18 ou 19 ans là, à ce moment-là, quand j'ai fait l'Académie du Baseball Canada. Et à ton arrivée à l'ABC, qu'est-ce qui t'a surpris le plus avec la façon que le programme était fait? Ce que je peux te dire, c'est que l'ABC, honnêtement, quand tu arrives là, à ce moment-là, c'est un programme élite. Il faut se le dire que c'est un programme qui est sérieux. Si t'aimes pas le baseball ou t'aimes moindrement le baseball, c'est peut-être pas la place pour un joueur en tant que tel, parce que c'est tous les jours, là, puis c'est du voyagement, bon, tu finis l'école, le cégep, whatever, tu t'en vas à l'ABC, tu as ton lunch, tu traînes ton stock et tout ça. Fait que faut que tu aimes ça, mais le niveau de baseball, je peux te dire qu'il est très comparable. À ce moment-là, quand j'étais là, c'était très comparable à les bons programmes à travers, que ce soit l'Amérique latine ou même les États-Unis. Là. Je voyais pas. Ce qui arrive, exemple, aux États-Unis, c'est qu'ils peuvent faire, on va dire, plus d'équipes, on va dire, comme la Basic. C'est sûr que nous, on a limité le nombre de joueurs de qualité au Québec. Mais je te dirais que gars par gars, je pense qu'on était extrêmement fort. Et à quel moment le collège américain est devenu une option pour toi? Est-ce que si on parle d'un tournoi, à quel moment on a commencé à te parler à te dire, hey, t'aurais une possibilité de te rendre au collège américain? Mais, tu sais, je voyais beaucoup de mes coéquipiers partir. C'était à ce moment-là, il n'y avait pas tant d'informations Internet. La communication appelait au state, appelait un coach. C'était pas aussi facile que maintenant. Fait que c'est sûr que je pense que c'est souvent du bouche à oreille, hein. Un gars qui s'en va, qui ramène un autre gars, qui va référer un autre boy. Souvent, t'en vois même pas de vidéo. OK, t'es Québécois, tu vas à l'ABC à cause des anciens joueurs qui ont fait de bonnes figures et tu avais une bourse, littéralement une bourse complète. Là. Fait que c'est l'importance de bâtir une bonne réputation. Puis l'ABC, à ce moment-là, avait cette réputation-là. Encore une fois, je veux juste faire attention. Je ne dis pas que l'ABC n'a pas cette réputation-là, mais j'essaie de retourner en arrière 20 ans quand j'étais là. Là, je parle comme un joueur. Là. Mhm. L'ABC avait cette réputation-là. Et quand, à ton arrivée au collège, peux-tu nous rappeler peut-être, je sais pas si tu te souviens du nom du collège dans lequel Ouais. tu as été? Ouais, c'est Crowder College, c'est dans le Missouri. C'est un des meilleurs programmes de baseball aux États-Unis là, présentement. Ils vont souvent au World Series. Je te dirais que c'est littéralement l'école militaire, mais tu fais du baseball. Moi, j'ai vraiment trippé, je trouvais ça le fun. Tu joues à la balle, tu vis dans un campus, tu vas au gym, tu as le terrain à côté. Tu as tout ce que tu as besoin pour t'améliorer. C'est très sérieux, c'est une discipline littéralement militaire. Tout est important. Quand tu vas là, tu laisses pas un petit papier à terre dans le dugout. Fait que c'est une discipline que j'applique encore à travers ma vie, à travers comme papa, mes amis, ma business aussi. Là. C'est quelque chose qui m'a aidé à vraiment avoir un guide, si je peux l'appeler de même. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences en arrivant là-bas? Parce que, comme tu l'expliquais, je- là, au niveau des dates, tu pourras me corriger à ce moment-là. Tu venais d'arriver au Québec il y a quelques années, tu as commencé à faire ton processus dans le baseball, et là, tu changes de scène complètement différente. Tu t'en vas au Missouri, aux États-Unis, tu fais ton arrivée là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de ton arrivée là-bas? Comment ça s'est passé? As-tu peut-être des petites histoires reliées à ton arrivée là-bas? Écoute, c'est que de un, ils comprennent pas qu'on parle français parce que quand tu regardes le monde du baseball, il faut se le dire, la francophonie n'existe pas, n'est pas présente dans le monde du baseball. Fait qu'ils comprennent pas qu'on est québécois, mais canadien, qu'on parle français, mais surtout qu'on était bon. Là. Je te parle que moi, je suis allé là-bas avec ma première année avec Éric Nadon. C'est un des meilleurs lanceurs de l'histoire de la Ligue junior au Québec. Un gars qui a joué aussi pour les Capitales des Québec, qui a fait de l'équipe nationale. Un des meilleurs lanceurs, c'est le moi que j'ai joué avec, là, un gars
qui était extrêmement dominant. Puis aussi avec, à ce moment-là, Kevin Denis Fortier, c'est un gars qui s'est fait repêcher 2 fois de mémoire par les Blue de Toronto, un grand frappeur de Québec de 6 pieds 4, puis il y avait moi aussi qui était là. Fait qu'on était les trois les meilleurs frappeurs, les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Les autres, ils ne comprenaient pas qu'on parlait français, puis on pouvait avoir aussi, autant de succès dans un programme aussi de haut calibre. Et à ce moment-là, dans ton collège, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir Est-ce qu'il y a eu des. Tu parlais des World Series tantôt, que ce collège-là est allé à plusieurs reprises. Est-ce que toi, tu as fait partie de ces années-là où le collège s'est rendu à des gros événements? Malheureusement, non. On était très, très fort, mais la division, exemple, du Midwest Junior College, c'est une division très, très forte. Là, on parle des Séminole, exemple, où Abraham, Eric Gagné ont été. On parle aussi des NEO, Northeastern Oklahoma, où, exemple, un gars comme Jonathan Marlowe est allé là, Cagelino aussi. Après ça, tu avais une place qui s'appelle Carly College, où Pat Daou, là, tu l'avais attribué, il était là toutes des places là que honnêtement c'est bon moi je le considère comme du baseball professionnel là, dans le sens que tout le monde est fort, tout le monde est bon, tout le monde est vite et c'est là que tu vois que tout est plus vite quand tu t'en vas aux États-Unis. Là. La différence du Québec versus là-bas, là, c'est que tout est plus vite. 2-3 000 à l'heure de plus. Les gars, ça court plus vite, ça lance plus fort. Fait que c'est un ajustement à faire. Mais justement, à cause de l'exstructure qui avait été bâtie à ce moment-là, il faut se le dire, de un, Edouard Montpetit et l'ABC, les gars du Québec étaient capables pas juste de compétitionner là-bas, on était littéralement les meilleurs joueurs de la conférence. C'est extrêmement impressionnant. Et dans ton parcours au collège là-bas, on parle de combien d'années exactement? 2, 4 ans? C'était un 2 ans, le Junior College. J'ai transféré dans une université américaine après ça, là, en Floride. Ça s'appelle Lynn University, Lynn Université. Quand tu parlais de championnat, j'ai eu la chance, par contre, là-bas, de gagner les championnats nationaux Division 2 des États-Unis, là, dans la meilleure conférence Division 2 de la Floride. En Floride, honnêtement, c'est là que tu as les meilleurs joueurs de balle des États-Unis, là, Californie, Texas aussi, là, bien sûr. Mais j'ai eu la chance après ça de pouvoir transférer puis vivre c'était quoi vraiment là, cette compétition-là. Et c'est sûr que j'ai adoré, c'est une expérience incroyable. À cause du baseball, là, je peux te le dire que je suis parfaitement trilingue, francophone aussi, anglophone. Fait que le baseball a été fait encore partie de ma vie, là, puis je suis extrêmement reconnaissant là, de tout ça. Et ton retour au Québec par la suite, parce que dans ce que j'ai trouvé, tu as joué avec le Capital de Québec, tu as joué dans plusieurs niveaux de baseball à travers les dernières années. Ouais. Et ce que j'ai pas réussi à bien trouver, et tu pourras me corriger à ce moment-là, tu sais, j'ai vu que tu as quand même vécu comme je dis, plusieurs ligues en particulier. Après l'université, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours au baseball? Qu'est-ce qui était offert à toi que tu dis, parce que peut-être tu joues encore au baseball dans un niveau professionnel, qu'est-ce qui était offert à toi après l'université? Après l'université, je suis revenu au Québec après plusieurs années, là, puis j'étais brûlé. Je peux te dire tout de suite que j'arrive là, puis je me dis, mon Dieu, là, je dois partir pour jouer, essayer avec les capitales. Tu sais, j'étais pas sûr, là. C'est la première fois de ma vie, là, que j'ai douté sur est-ce que je continue, je commence ma vie, tu sais. Ça m'a pris à peu près 2 jours, là. J'ai douté ça 2 jours, mais tu sais, honnêtement, quand j'étais allé à Québec, j'ai fait partie, puis c'était un privilège de jouer dans la meilleure équipe, selon moi, de l'histoire des capitales de Québec. Là. Il y avait Éric Gagné de 1, là, je pense que tout le monde sait c'est qui. Pierre-Luc Laforêt, un Québécois qui a joué quelques games dans les ligues majeures. C'est un roster québécois. Là. On parle de Pat Deschênes, Pat Daou, Isaël Gonzalez aussi était là, Ivan Nakarata, Carl Gelina, Michel Simard. Puis quand tu as un locker room qui est francophone, puis tu es là, tu te dis, wow, c'est vraiment un accomplissement, mais tu vois aussi tous les efforts que le monde du baseball a fait pour que ça l'arrive, pour qu'on puisse avoir tous ces francophones-là et pas juste qu'on est francophone. On était la meilleure équipe de la Ligue. Fait que, tu sais, je me sentais comme un petit enfant quand je suis arrivé là, dans un sens que tous ces gars-là avaient beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi là, dans le baseball. J'étais, comme on dit, un rookie dans ce niveau-là, mais j'ai apprécié mon expérience. Puis, honnêtement, c'est une des plus belles années de baseball que j'ai vécues de ma vie. Là. Et justement, dans cette année-là, est-ce que ça a fait partie des années que les Capitals ont gagné des grands honneurs? Parce qu'ils l'ont quand même gagné à plusieurs reprises sur Ouais. un court laps de temps. Ouais. C'est dans le temps la Ligue Canam. Fait que c'est une ligue de 4 équipes. Fait que c'est sûr que. Puis,
on pourrait en parler si tu veux tantôt, là, la Ligue Frontier, ce que je dis à tout le monde, on réalise, tu sais, les expos, je comprends, c'est un gros plus d'avoir ça au Québec, d'avoir deux équipes à Québec, à Trois-Rivières. Ça permet à plein de Québécois d'avoir une porte d'entrée dans le baseball professionnel. La Ligue Canam, tu avais de mémoire seulement deux joueurs rookies que tu devais avoir dans ton roster. Présentement, dans la Ligue Frontier, de ce que je comprends, on parle de 10 joueurs, de ce que je comprends, rookie. Ça veut dire qu'il y a des gars avec moins d'expérience, mais sont avantagés par les nouvelles règles de cette ligue-là. Puis aussi, l'équipe Ottawa aussi. Mais dans un sens que c'est huge d'avoir ça là, pour les joueurs québécois qui sont chez eux à littéralement là, 2 heures et demie à 1 heure et demie. Mettons Trois-Rivières de Montréal, 1 heure et demie, puis Québec, 2 heures et demie que je peux aller faire un try-out. Les GM sont québécois, ça parle français. Les coachs sont québécois aussi. Là, c'est un plus, plus, plus. Et bravo à ces organisations-là là, d'avoir fait ces moves-là. Ben, définitivement qu'on va pouvoir revenir sur ce point-là plus tard parce que il y a eu quand même des rumeurs qui disent que dans les prochaines années, on pourrait voir une équipe de la Ligue Frontier à Montréal. Ça pourrait réussir à faire une belle expansion pour le baseball au Québec, justement, comme tu le disais. Et tu as vécu dans les dernières années plusieurs différentes équipes dans la Ligue baseball majeure. À quel moment tu as réussi à faire ton entrée dans cette ligue-là? Puis, tu sais, au Québec, c'est quand même, ça fait partie une des bonnes ligues que certains joueurs peuvent réussir à atteindre quand on veut continuer à jouer au baseball et continuer à faire une passion qu'on aime beaucoup. De quelle façon tu as réussi à faire ton entrée dans la Ligue de baseball majeure du Québec? La Ligue senior, dans le temps, je te dirais que c'était considéré, souvent quand tu sortais du junior, une espèce de ligue de bière, ligue de garage. Il n'y avait pas tant d'exposure de cette ligue-là. C'est une ligue à reconstruction comme n'importe quoi. Tu sais, c'est jour 1, jour 2. Mais j'imagine que ton podcast, quand tu as commencé où tu es maintenant, les choses se sont améliorées. Fait que la ligue a commencé. Puis, tu sais, les gens de cette ligue-là, tout le monde qui ont contribué, c'est les coachs, le président de la ligue, les dirigeants, les bénévoles, ils ont fait une des ligues les plus fortes du Canada présentement. Et pourquoi j'ai dit ça? Mais tu sais, le championnat canadien, on est allé là-bas, puis honnêtement, on était très, très, très fort. On a amené une équipe professionnelle là. On était prêts en Alberta, puis on voulait gagner l'or, littéralement. Mais aussi, on voulait démontrer qu'on a une bonne ligue de balle, puis j'encourage les gens à aller voir des games. Là. De Drummondville, de plus en plus, une nouvelle équipe. Ils vont faire un nouveau stade. Tu peux avoir des 4 à 600 personnes. Actonville, en finale, on est Jang Pak, t'as Shawi, t'as Sherbrooke, t'as Furman. En tout cas, plein d'organisations là, qui mettent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour amener du bon baseball, qui amènent des gars de l'extérieur aussi. Shawinigan, j'ai adoré. Ils ont amené 2 gars de l'extérieur, 2 Dominicains. Nous autres, on en a un Dominicain qu'on amène. Plusieurs équipes amènent des gars de l'extérieur aussi. Parce que la compétition est forte, fait que ça s'en va vers le bon chemin. Puis, honnêtement, je pense que c'est une ligue que je pourrais littéralement considérer une ligue semi-pro. Là. Beaucoup de gars là-bas ont été repêchés, équipe nationale, NCAA et autres niveaux. Là. Fait que c'est pas une ligue que tu vas arriver là puis tu vas simplement frapper 500 là, sans t'entraîner. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent dans notre ligue, ils se rendent compte que la ligue senior, c'est souvent un step trop haut pour eux, des jeunes juniors, puis que s'ils ne se préparent pas pour leur saison, ils ne joueront pas. Là. Dans mon équipe, présentement, les Castors d'Actonville, il n'y a pas grand place, honnêtement. Là. Fait que un jeune joueur qui veut arriver là et jouer, il faut vraiment qu'il se prépare et qu'il soit très, très bon. Mais à la fin de la journée, c'est ça qu'on joue au baseball. On veut avoir de la compétition. Et justement, là, avec les castors, tu as fait ton entrée dans les. Je pense que ça fait 2, 3 ans que tu es avec les castors, que tu as eu comme un transfert avec les castors. Comment ça s'est fait, ce transfert-là? En fait, tu vas peut-être plus réussir à nous éclairer comment les échanges dans la Ligue senior se font à ce moment-là. Est-ce que tu as des appels? Comment ça se passe? C'est sûr qu'avant tout, je pense que pour tous les dirigeants de la Ligue, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que le joueur va se pointer. Moi, comment que je le vois, c'est très simple, là, puis je le dis toujours, c'est que moi, je vais aller jouer pour l'équipe qui me veut. Point. Fait que, tu m'échanges à Saint-Jérôme, je suis allé à Saint-Jérôme. Moi, je le vois comme ça. Il y a des gens, par contre, qui vont décider où ce qu'ils veulent jouer, proximité, famille, etc. Et c'est correct aussi. Mais c'est pas quelque chose qui souvent les dirigeants te trade puis tu le sais pas. Souvent, il y a une discussion. T'as un peu des attentes des équipes que tu aimerais peut-être y aller jouer.
Fait que, tu sais, dans mon cas, c'était Dominique Bolduc dans le temps là, qui s'occupait de Thetford Mines. Tu sais, il savait que c'était un peu loin pour moi jouer à Thetford Mines. C'est une gang de gars qui sont vraiment cool. Par contre, il voulait que je me rapproche un peu plus de la maison, puis il m'a envoyé dans une équipe compétitive. Tu sais, il me connaît, il sait que je suis un gars qui aime gagner, je suis un compétiteur, puis il m'a envoyé vraiment à la bonne place là, avec les Castors. Puis j'adore, puis j'espère pouvoir finir ma carrière avec eux là, si je me fais pas trader, je te dis. Et justement, dans la dernière été, avec les Castors d'Actonville, vous avez gagné les séries éliminatoires et tu as terminé comme le MVP des séries éliminatoires. Honnêtement, comment Oui, on se sent de recevoir cet honneur-là, de dire hey, j'ai été le joueur, le most valuable players de cette ouais. série-là. Comment tu te sens avec cet honneur-là? Mais je vais te le dire parce que cette histoire-là, je la compte un petit peu à quelques amis, là, mais tu sais, c'est pas grave. Des fois dans n'importe quel monde, là, tu sais, on a tous besoin un peu de motivation, tu sais, pour pouvoir performer. Peut-être que j'avais besoin un peu de motivation. Quand j'étais allé au championnat canadien, j'ai pas joué quelques games au début. Puis c'est sûr que c'est normal, n'importe quel joueur, que ce soit moi ou n'importe quel gars, va prendre ça personnel. On est tous des bons joueurs de 1. Fait qu'à la fin de la journée, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise décision, mais c'est quelque chose qui m'a donné un petit boost de dire je vais revenir au Québec dans mon équipe, on s'en va en série, puis je veux que ça me motive. Peut-être que j'avais besoin de ça aussi pour pouvoir après ça là, me donner un peu plus en série éliminatoire. Puis moi, c'est ça que j'ai pris. J'ai pris cette opportunité-là pour dire je vais démontrer que j'étais encore de calibre parce que les gars sont des fois 10 ans, 15 ans plus jeunes que moi. Tu sais, je te donne un exemple, Derek Lamontagne, mon coéquipier, là, il vient frapper à Grand Chelem souvent. Moi, j'ai joué avoir presque 40 ans. Lui, de moi, il a 24 ans. Il joue à Lynn, où j'ai joué au baseball il y a plusieurs années. Fait que, tu sais, quand tu as 15-16 ans de plus vieux que les autres joueurs, tu peux comprendre qu'il faut que tu te gardes en forme, il faut que tu restes sharp, etc. Fait que, tu sais, je prends tout pour me challenger puis simplement bien performer, là, mais ça a bien été. Écoute, les balles sont tombées, puis je suis content parce qu'on a gagné aussi. Et justement, tu sais, on parlait tantôt que tu as fait quelques équipes dans cette ligue-là. Qu'est-ce qui avait de différent chez les Castors qui vous a amené à gagner le championnat des séries? Je dois avouer que oui, j'étais le MVP des séries. Par contre, la première chose là, qui est extrêmement importante à mentionner, c'est l'organisation des Castors. Je pense que n'importe quelle personne dans la ligue peut dire que cette organisation-là, c'est une organisation qui est respectée à travers la ligue. C'est tous des gens incroyables. On parle pour nous autres, Michel Doré, mais aussi des gens qu'on ne voit pas qui nous aide vraiment à avoir une équipe qui est compétitive. Après ça, c'est le coach. Le coach, Johan Ochoa, a fait une job incroyable. Honnêtement, je pense pas que sans Johan et son leadership, on aurait pu se rendre là. Fait que je te dirais que selon moi, là, les pièces les plus importantes, là, c'est l'organisation, le coach, puis après ça, un de mes bons coéquipiers qui est Reynaldo Ramirez, parce que les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est leur équipe. Moi, j'arrive dans une équipe qui n'est pas la mienne. Puis là, maintenant, c'est mon équipe. Je considère les Cassons mon équipe, mais c'est eux autres qui ont été là, qui ont bâti cette énergie-là où ce que les gens veulent jouer à Actonville. Je peux te le dire là, qu'à travers la Ligue, les gens veulent jouer là, que ce soit pour Actonville ou contre Actonville. Mais le monde veut jouer là. C'est une super de belle place. Là. Si tu peux aller voir une game un été, là, je te dirais que ça va être le fun. Ben, j'ai déjà eu la chance, étant plus jeune, d'avoir joué à Actonville. Rappelle-moi si c'est le bon terrain que je pense, là. C'est lui avec les dugouts qui sont en briques. Ouais, exact. Ah, j'ai déjà joué là. C'est vraiment un très beau terrain, honnêtement. C'est un des très beaux terrains au Québec là, que je trouve. C'est sûr que ça Ouais, fait un certain temps que je me suis pas promené dans quelques terrains, mais dans le temps où j'ai joué, ça fait longtemps, 5 6 ans maintenant, là, ouais, ça a été un des terrains que j'ai trouvé le plus fun à jouer. Entre ça et Drummondville et Sherbrooke, il y avait comme des terrains un peu plus. Tu as l'impression de jouer dans un terrain plus professionnel quand tu vas dans ce ouais, genre de terrain-là, comparativement à des terrains, des fois, que c'est seulement du sable et un petit peu d'herbe dans le champ. Là, t'avais vraiment un feeling de jouer un peu plus dans un vrai terrain, parce que tu sais, la ouais, majorité des gens qui jouaient local n'atteindront jamais un terrain du niveau qualité professionnel. Et on parle depuis, tu sais, j'ai mentionné ça au début dans l'introduction, t'es VP au Centre Grand Chelem. Je veux savoir comment. ouais. En fait, c'est une question plutôt à plusieurs volets. Premièrement, est-ce que à travers tous tes passages aux États-Unis, tu as eu des cours qui t'ont permis de pouvoir
à devenir un VP chez Grand Mhm. Chelem ou c'est, comme tu disais tantôt, une opportunité qui est apparue et tu as saisi cette opportunité-là qui t'a permis d'avoir cette place-là au centre Grand Chelem? Je te dirais que je me suis éloigné beaucoup du monde du baseball à travers les années. On ne parle pas comme un joueur, je te parle plus comme un coach ou simplement dans la business du baseball. J'ai fait mon bac, ma maîtrise aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler pour la Banque nationale. J'étais souvent dans les prêts, mais dans les prêts commerciaux, directeur de compte commercial pour les business. Et c'est là que j'ai commencé à prendre une expertise qui est importante parce que ce que je réalisais, c'est souvent les gens sont très bons par rapport à ce qu'ils font dans leur domaine. Des fois, c'est comprendre le système financier qui peut être un peu plus difficile. Fait que du moment que j'ai eu assez de connaissances dans ce monde-là, je suis allé dans un autre poste que c'est les hypothèques. Je trouvais ça aussi super intéressant. C'est un poste aussi que j'ai eu que c'était comme travailleur autonome. Puis là, j'ai passé d'avoir un emploi à temps plein lundi ou vendredi à avoir un emploi à travailleur autonome. J'ai eu l'opportunité là, de acheter des parts de Grand Chelem. Je voyais un potentiel qui est intéressant dans un monde que je connais aussi très bien. Donc, j'ai pris le risque parce que, tu sais, en affaires, c'est un risque quand on comprend la COVID, ce que ça fait pour beaucoup de business, de me lancer là-dedans. Puis, c'est quelque chose que j'aime, là, puis j'adore faire ça, là, présentement. Et en fait, Grand Chelem, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui peut-être le connaissent de nom, mais ne savent pas exactement, plus précisément, ce que c'est le centre Grand Chelem? Oui, mais écoute, l'histoire de Grand Chelem, ça a commencé avec l'école de grosso modo là, de underground baseball. Tu sais, il y avait Danny Plante, Patrick Daou et Ronald Houm qui ont commencé des camps de baseball, des écoles de baseball à travers les années. Après ça, ce que ça fait, c'est que je pense qu'ils ont décidé d'ouvrir un centre par eux-mêmes pour un peu continuer les mêmes types d'opérations, mais ajouter un peu le côté fun de monsieur, madame, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde qui peut aller frapper des balles. Euh, Après ça, je pense que bon, il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui se sont ajoutés là, comme n'importe quel business. Moi, j'étais une des personnes qui s'est ajoutée là, à l'équipe de Grand Chelem en ce moment-là. Présentement, on est deux, on est Ronald. Et les services que les gens peuvent avoir avec Grand Chelem. Exemple, on va prendre un exemple. Je suis un joueur d'une quinzaine d'années qui veut jouer au baseball, qui veut des services de peut-être de pratique, de choses. Qu'est-ce que je pourrais avoir si j'ai à peu près une quinzaine d'années et plus et je veux utiliser Grand Chelem avec les services qu'il offre? Je te dirais qu'on présentement, par exemple, là, on donne beaucoup de cours pour des jeunes joueurs, joueuses de baseball, souvent en 6 et 13 ans. Fait qu'on a des inscriptions présentement là, pour les cours durant l'hiver. Ça peut être une fois semaine, deux fois semaine, dépendamment de ce que les parents vont choisir. Beaucoup de jeunes qui sont pour sport études, ils peuvent jouer au hockey l'hiver, fait qu'ils peuvent venir et des fois juste une fois de temps en temps. Puis on essaie de créer quelque chose d'accessible avec un petit groupe aussi, là, pas des gros groupes, vraiment un petit groupe. Puis que les jeunes peuvent faire leur sport à travers l'année. Ça, c'est la première chose pour les jeunes joueurs de baseball. On fait aussi des cours privés, que ce soit pour les jeunes joueurs de baseball ou pour les joueurs aussi de softball qui veulent s'initier au sport ou que simplement veulent améliorer leur technique. Fait que c'est ça qui est intéressant, qu'on peut avoir plusieurs sortes de clients. Et on a aussi développé, on a commencé à développer, ça a été créé par mon partenaire Ronald, un programme élite, Ronald aussi, qui a été le créateur du programme, mais aussi Victor Place, qui coach avec Tommy Reyes Cruz, qui coach maintenant. C'est les jeunes qui sont, s'asseoir, qui vont finir le secondaire 5, qui sont au cégep, qui vont au sport-études, qui viennent s'entraîner là, plusieurs fois par semaine à Grand Chelem. Fait que c'est vraiment tous les services baseball, mais monsieur, madame, tout le monde aussi peut aller frapper. Là. On a beaucoup de clients européens, français qui vont aller. Les autres, ils appellent ça taper des balles. Monsieur, madame, tout le monde en date qui va dire hey, on va aller frapper des balles, faire une activité, sortir de la maison aussi. Fait qu'on veut pas non plus que les gens se sentent intimidés quand ils viennent au centre Grand Chelem. C'est vraiment accessible pour monsieur, madame, tout le monde avec une tarification qui est raisonnable. On a aussi des bières, des jeux et autres. On a une boutique aussi baseball. On vend des gants, des battes, des balles et autres. On a quelques ententes avec les organisations aussi là, locales et autres. Fait que
C'est une entreprise vraiment qui est dédiée au baseball. On a des gens de balle. Puis aussi, Grand Chelem a une place importante dans le monde du Québec parce que quand tu vas, exemple, à Grand Chelem le matin, ça se pourrait que tu rencontres mon frère Abraham Taureau, ça se pourrait que tu rencontres un gars comme Jessène Terrien qui se lance la balle là avec un gars comme Miguel Cienfuegos, qui est les deux. Jessène a joué pour les Phillies, Miguel est maintenant avec les Padres, un gars qui joue pour les Aigles comme Philippe Pelletier. Joe Lacroix, on a eu l'été passé, l'hiver passé, un gars qui est joué dans les majors, Max Stassi. Fait que, tu peux aussi avoir des gars pros qui vont là, et aussi les gars qui reviennent du collège, les Québécois qui reviennent du collège, qui vont aller s'entraîner là, un gars comme Derek Lamontagne, on a eu aussi Antoine Jean, aussi Raphaël Pelletier. On est très, très fiers d'avoir ça. Puis je pense que ce qu'on veut dire comme message, c'est que tout le monde est bienvenu dans le centre. Et qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour le Centre Grand Chelem dans les années futures? Est-ce qu'on a un objectif d'agrandir, d'ouvrir une prochaine succursale? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Centre Grand Chelem? C'est sûr que cette partie-là n'est pas nécessairement facile parce que ce que je pense, puis comment que je le vois. J'étais allé à Québec, là, je parlais avec mon ami Oswald Pellé, puis le directeur du programme JP, là-bas. Puis c'est sûr que ça prend un partenariat du public et du privé, là, de ce que je comprends. Si on parle d'avoir des plus grandes installations, euh, oui, des fois, le privé peut le faire, mais pourquoi je te parle du public, c'est que c'est sûr que si on fait, exemple, on construit une nouvelle place, mais c'est sûr que nous, on a besoin d'avoir un partenariat avec un sport-études. C'est ce qu'on aimerait. On veut, nous autres, travailler là, avec Baseball Québec. On trouve ça important. Là. Fait que c'est ça on voudrait avoir. T'sais, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'expérience de banque, ce que je te disais, j'ai déjà une idée en place pour pouvoir faire des cages et faire des installations un peu plus grandes. Là. Pas juste pour, on va dire, les gens de Montréal. J'ai parlé avec des gens d'autres sports-études que j'étais intéressé à travailler avec eux. Parce qu'eux autres, c'est des OSBL. Fait que quand ils Mhm. vont aller à la banque, une OSBL ne peut pas avoir du financement puis il y a plusieurs raisons pour ça là, que je ne discuterai pas, mais ils ne peuvent Mhm. pas avoir du financement. Tandis qu'une entreprise privée à but lucratif, à travers les états financiers, à travers les investisseurs privés, peuvent aller chercher un certain montant pour aller agrandir. Fait que c'est là l'importance du privé dans le monde du baseball québécois parce que le public va être limité à cause de ce que je t'ai dit là, de leur raison d'être comme une SBL. Et toi, qu'est-ce que tu penses que présentement au Québec, on devrait créer comme projet pour aider que le bassin de joueurs québécois ou joueuses québécoises puisse grandir dans les prochaines années? Tu sais, c'est des discussions qu'on devrait avoir de un. Tu sais, quand je te parle, quand je suis allé au collège, moi, ce que je voyais, c'est l'excellence des joueurs québécois. Quand j'allais à l'ABC, on était les meilleurs joueurs du Midwest, littéralement. Chaque école avait des Québécois dès l'ABC, puis on était, pour le dire les mêmes, on était les kings de la place. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites qui ont fonctionné. On s'est éloigné de ces pratiques-là. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas, honnêtement, pourquoi, mais il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a une année, les ailes du Québec, là, dans le temps, par exemple, Jean-Loup Blaquière, même on Pelé, il y en a plein, là, Baliquette qui avait été repêché, je pense, en quatrième ronde, là, c'est assez incroyable. C'est une année, une cohorte que je pense six gars ont signé pro, plusieurs étaient à l'équipe nationale et des choses qui ont déjà fonctionné. Fait une des choses que je dis, il faut toujours regarder le passé, regarder le présent pour voir où on va dans le futur. Je pense qu'on fait le contraire de ce qu'on faisait avant. Fait ça, j'ai jamais compris pourquoi. Sport études, c'était un programme élite. Quand je te parle d'élite, c'est que dans mon petit, dans ma cohorte, j'avais Russell Martin au niveau 4. Fait que c'est sûr que quand tu vois un gars comme ça, mais d'un, il va motiver tout le monde. Il y a eu d'autres années par la suite. Là, on parle de la cohorte aussi de mon frère avec, on va dire, un gars comme lui, Philippe Pelletier, qui ont vraiment représenté, sorti là, du programme. Fait qu'il y a des choses qui ont fonctionné. Maintenant, je pense que où ce que ça s'en va, c'est plus vers la quantité et non vers la qualité. Il y a des raisons de salaire qu'on peut comprendre, mais quand tu regardes le niveau de baseball présentement, là, la qualité du baseball québécois, c'est sûr qu'elle est en pente descendante.
Et je veux pas manquer cette question-là parce que je trouve que ça peut aider certaines personnes peut-être à comprendre un peu plus certaines choses parce que il y a du baseball non privé et du baseball privé. Toi, si tu avais à faire une explication pour réussir à différer ces deux choses-là, tu le ferais de quelle manière? Mais tu sais, ce que je peux te dire, moi, ça me fâche énormément. Qu'est-ce qui se passe? Puis ça doit me fâcher parce que euh, il faut que ça soit réfléchi. Une des choses que je n'aime pas voir, c'est tous les joueurs québécois que maintenant on est devenu obsédés à vouloir partir du Québec dans des tournois hors du Québec, dans ce qu'on appelle tous les tournois. Tu sais, les tournois, je te le dis tout de suite, c'est jamais au Québec. Quand on parle des tournois, là, on s'en va en Floride, on s'en va en Georgie, on s'en va ici, on s'en va là. Parfait, mais je suis un gars de banque, là. Je peux comprendre ce que ça coûte, ces choses-là. Fait oui, c'est bien bon d'aller là-bas, mais ça coûte combien? Et pourquoi l'été, on va partir quand là, on a un été ici au Québec. Là, on s'en va amener les joueurs hors du pays. Je comprends pourquoi les gens veulent faire ça. Mais ça, c'est une des choses que je parlais avec l'ABC, puis je ne pense pas que c'est la bonne chose. De un, les coûts. De deux, c'est quand tu t'en vas là-bas, il faut se le dire tout de suite, c'est même pas un débat, on ne contrôle rien là-bas. On arrive là-bas, on paye, on doit dealer avec les règles de là-bas. Mais aussi, c'est qu'on ne construit rien ici à l'interne. Si je suis là-bas, je ne peux pas être ici. Russell Martin, par exemple, jouait pour les Cardinaux de la Salle dans les juniors élites. Abraham Taureau jouait pour les Orioles de Montréal dans le junior élite. Les Québécois ont joué dans les juniors, resté dans le junior ici au Québec. Ils signaient d'ici, il y avait des bourses d'ici et ils performaient avec ce qu'ils avaient pris ici. Fait que cette histoire-là de penser que l'avenir, c'est comme si c'est devenu là, il faut absolument qu'on fasse ça. J'ai des énormes doutes à travers ça, car j'ai les vécu, ma génération l'a vécu. Et quand on s'en allait là-bas, on n'était pas moins bon, au contraire, on était souvent plus fort. Et est-ce que tu crois qu'on peut rêver à quelque chose que Roger Perlott a dit dans une conférence de presse de début d'année en 2022? Il disait, est-ce qu'on peut rêver un jour de faire une ligue collégiale au Québec pour qu'on puisse créer du produit fait au Québec, que les joueurs n'ont pas nécessairement, comme tu le dis en ce moment, à devoir sortir du Québec pour réussir à pouvoir aller plus loin dans le baseball majeur ou baseball professionnel ou les collèges, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut se faire dans les prochaines années? C'est sûr que ça peut se faire, puis de dire que ça ne peut pas se faire, c'est complètement faux. Là. En fait, la Ligue junior, c'était ça. C'est une ligue collégiale élite. Tu sais, Jonathan Monlo, il jouait pour les associés de Laval. Cage Alina, j'étais là quand il a lancé son match parfait à Longueuil. Tous des gars qui ont joué pro. Michel Simard, là, il jouait à Québec, je l'avais affronté, il m'a striké sur 3 pitches. J'ai dit, mon Dieu, il lance fort, j'ai jamais vu ça. Ici, là. Fait que ces gars-là ont sont fait repêcher d'ici, ils ont été au collège d'ici, ils ont performé d'ici. Fait que de plus en plus, ce qu'il faut penser, exemple, je te donne un exemple. Raphaël, excuse-moi, Raphaël Pelletier n'a pas joué une manche là, dans le junior. Euh, Puis c'est pas parce que je suis convaincu, là, je parle pas pour lui, pas parce que c'est un gars qui s'est fait repêcher, oh, c'est un des meilleurs catchers du Québec. C'est que simplement, le niveau, il est plus bon. On parle aussi à un gars comme Antoine Jean, il n'a pas lancé une manche encore ici au Québec. Nous autres, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir ces joueurs-là ici. Là. On ne peut pas se permettre de ne pas les voir, ces joueurs-là ici. Parce que comme un jeune catcher, moi, on va dire, tiens, je t'ai parlé des punaises de Longueuil, je vois Raphaël Pelletier catcher, puis je catch, j'ai le goût d'être comme lui, j'ai le goût de me faire repêcher comme lui, puis là, je peux aller le voir jouer à Longueuil, je peux aller le voir jouer à Repentigny. Là, tout à coup, non, non, il est parti dans un tournoi, je ne sais pas où, qui va aller le voir là-bas. Fait que, tu sais, ça prend nos stars de les voir jouer ici au Québec. Un gars comme, mettons, Jérémy Pilon, il n'a pas vraiment lancé au Québec. Il s'est fait repêcher. Il a signé pour les Rays de Tampa Bay. Il a simplement été dans les tournois. L'équipe nationale, on n'a jamais vu ici Jérémy Pilon. Fait que ces gars-là contribuent vraiment à développer le rêve des enfants, plutôt des joueurs futurs. Puis si on ne les voit pas ici, mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais les voir comme on devrait les voir. Là. Et est-ce que tu crois que, tu sais, on parlait de la Ligue Frontière tantôt, là, puis les Capitales du Québec qui ont un dôme maintenant l'hiver Ouais. sur le stade, est-ce que c'est peut-être des plans que le Grand Chelem pourrait avoir dans le futur? Est-ce que tu crois que
on devrait avoir un programme avec Baseball Québec ou avec une fédération ou avec quelqu'un qui a peut-être une poche assez profonde pour réussir à faire ça. Parce que, tu sais, si on avait quelque chose, pardon, comme ça, tu sais, on pourrait développer des joueurs à l'année différemment. Toi, t'en penses quoi? Tu sais, c'est sûr qu'avant tout, là, il faut réviser qu'est-ce qui se passe présentement. Tu sais, c'est avant tout. Et parce qu'il faut réviser qu'est-ce qu'on fait. Ça, là, n'importe quel programme de baseball, n'importe quel business doit faire ça. On révise le passé, le présent, et après ça, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde du baseball. Tu sais, puis une des choses qu'on voit là, aujourd'hui dans le monde du baseball, c'est qu'il y a une grande division, une énorme division quand tu parles du privé au public. Nous, Grand Chelem, on voulait rester neutre. On n'a pas d'équipe. On ne fait pas partie d'une ligue, simplement pour permettre aux joueurs d'aller jouer ce qu'ils veulent à chaque été. Ce qui arrive avec l'histoire du public et privé, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans d'autres types d'aventures. Ils ont le droit, ils le font pour différentes raisons, mais ça crée une division et c'est en train de diluer encore plus le talent au Québec. Fait que si on n'est pas unis, si on n'a pas un consensus des mêmes, si on n'a pas les mêmes visions, on ne travaille pas ensemble, le monde de baseball québécois est un petit monde dans le monde du baseball. On ne va jamais réussir. On est trop petit pour commencer à se pogner les uns et les autres. Fait que l'histoire du dôme, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait. Ça prend des collaborations avec les sports-études. Ça prend des collaborations aussi avec le privé, mais tout seul, eux autres, ils ne pourront jamais le faire. Ils vont simplement attendre que le gouvernement le fasse pour eux. S'ils le font pour eux, ils vont souvent le faire pour du multisport. Il va y avoir une partie dôme, une partie pour d'autres sports et autres. Moi, ce que j'aimerais, c'est éventuellement développer un dôme seulement pour le baseball, c'est sûr. Mais c'est vrai parce que quand tu dis ça, tu sais, au Saguenay, ils ont réussi à sortir un soccer dome, mais c'est majoritairement pour le soccer. Mais le sport-études du Saguenay fonctionne, si je me souviens bien, c'est dans la fin du soccer dome. Ils ont accès à quelque chose. Ça développe pour eux quelque chose de plus intéressant parce qu'avant, ils étaient dans des petites salles. Mais tu as raison de dire qu'ils doivent avoir un multisport pour réussir à faire fonctionner l'établissement. Ça, c'est définitif. Et moi, j'avais une question, c'est vraiment une question, moi, simple de curiosité. Parce que dans les dernières années, dans la grosse réforme du programme de l'Académie de baseball Canada, tu as eu un poste de, si je me souviens bien, là, non, je vais juste vérifier mes notes, c'était de directeur de développement. Je suis Ouais. curieux de savoir, en fait, plusieurs choses. Premièrement, comment as-tu eu cette opportunité-là et un peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis la vidéo de présentation que j'ai vue il y a, je me souviens plus combien d'années que ça a été fait, on n'a pas revu vraiment d'informations reliant toi et l'ABC. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites parler, mais moi, j'avais une curiosité à savoir juste comment ça s'est développé, puis Ouais. qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais c'est sûr que ça c'est une super de bonne question. Puis je pense que ce qui se passe maintenant à la baseball du Québec, ça va être revu. Tout doit être revu. Il y a des choses, exemple, c'est quoi qui s'est passé avec Steph Lepage? De un, Steph Lepage, c'est une des personnes les plus importantes de baseball au Québec. N'importe quelle personne le connaît. N'importe quelle personne qui a joué du baseball sérieux, c'est qui. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens dirigeants de l'ABC qui sont aussi partis? Tu sais, et ça, c'est comme si on veut mettre ça de côté, faire semblant que c'est pas existé, mais c'est là. Il y a un côté du baseball québécois qui est toxique. Je vais donner un exemple très rapide. Quelqu'un qui va s'entraîner avec moi à Grand Chelem, souvent ils se font dire de ne pas faire des cours privés parce qu'ils font déjà partie d'un sport études. Mais moi, j'ai pas d'équipe. Là. Je ne veux pas prendre un gars et dire hey, viens avec moi, j'ai pas d'équipe. Mais les sports-études contrôlent littéralement tout et l'ABC contrôle littéralement tout. Et ça ouvert la porte à du privé. Justement parce qu'il y a des gens qui se sont en train de dire, mais nous, on ne veut pas se faire dicter une vision, on veut faire notre vision. Et pour ça, je dis à ces gens-là, bravo. Ce qui est arrivé à l'ABC, c'est qu'en rentrant à l'ABC, la première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une démission d'un des gens que ça faisait plus longtemps qui était là, puis son nom, c'est Maxime Aucassin. C'est pas un dossier qui m'appartient, mais c'est là que j'ai réalisé, il y a un gars qui était avant ça, qui est parti, lui, il s'en va, ça faisait une semaine. C'est comme Welcome to the Show un petit peu plus. Là. Puis là, je voyais qu'il y avait vraiment un environnement à ces moments-là, là, présentement, je suis convaincu que c'est probablement, en tout cas, j'espère que c'est meilleur. Là, un environnement qui était toxique, qui ne fitait pas avec ce que je voulais faire à l'ABC, mais mes mains étaient liées aussi là, par rapport à prendre énormément de décisions que je voulais prendre.
Est-ce que ces décisions-là auraient été bonnes ou moins bonnes? J'ai jamais pu les faire pour savoir s'ils auraient été bonnes ou pas bonnes. Mais quand quelqu'un m'appelle pour travailler avec eux, mais je m'attends que ces gens-là me fassent confiance, et que je puisse faire ça. Ça fait 20 ans, là, plus de 20 ans que je fais du baseball ici au Québec. Fait que, après 20 ans, je pense que j'ai gradué. Je voulais voler par mes propres ailes. Et Baseball Québec ne m'a jamais laissé cette opportunité-là. Donc, j'ai pris la décision d'appeler mon ami Jason Terrien puis lui donner ma démission de l'ABC. OK, on comprend mieux maintenant. Mais honnêtement, merci de ton honnêteté là-dedans. C'est le fun de pouvoir avoir l'heure juste parce que justement, peut-être des gens qui se posaient la question et auront la chance de mieux comprendre avec ta version des faits maintenant. Et là, j'ai une question parce que moi, je connais ton frère depuis quelques années. Je l'ai déjà dit dans le podcast et j'ai le goût de voir ta version en toi de la chose suivante. Je connais Abraham depuis son Bam Tam Dura qui avait été fait un tournoi championnat provincial à Magog. J'avais été le bad boy dans cette année-là. Il y avait justement Gab Côté, LP Pelletier, Abraham. Et par la suite, j'ai suivi la progression d'Abraham à travers tout ça. Et moi, je me demande comment toi, tu as vécu le fait de voir sa progression dans le baseball majeur, à être repêché, faire ses premiers pas dans les grandes ligues. Toi qui es un joueur de baseball, qui a joué à certains niveaux, comment toi, tu as perçu la progression de ton frère dans les dernières années? Mais il faut que je dise avant tout qu'est-ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est qu'Abraham n'avait pas été perçu d'une façon où il allait devenir un prospect. Là. Tu sais, Abraham a été considéré comme un bon joueur, il travaillait fort, mais pas plus que ça. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Et quand on parle après ça du baseball privé et autres, des fois, c'est important d'avoir des options parce que si quelqu'un ne te voit pas pour ta juste valeur, mais c'est correct d'avoir d'autres options. Tandis que c'est seulement un programme, on va dire l'ABC. Tu sais, moi, l'ABC aussi ne me voyait pas, moi, et c'est correct. Là. Il y a plusieurs raisons pourquoi on voit un joueur d'une façon et d'une autre. Là. Ça arrive même aux meilleurs joueurs. On connaît toute l'histoire de Big Papi qui s'est fait couper, je pense, par Minnesota, puis il se faisait bencher à Boston. C'est le baseball. Les coachs sont pas parfaits. L'importance d'avoir d'autres options, c'est que si quelqu'un ne te voit pas d'une façon, va ailleurs. Tu sais. Tandis que, bon, à ce moment-là, il y avait seulement l'ABC. Abraham était toujours vu d'une façon un peu moindre versus Charles Leblanc et Philippe Pelletier. Je pense qu'on comprend pourquoi là, c'est ces deux stars, ces deux gars de baseball extrêmement forts. Par contre, ces préjugés-là font mal dans le monde du baseball en passant. Là. C'est le monde du baseball, les paroles veulent dire quelque chose, surtout si c'est des gens d'importance. Fait que ce que ça fait en conséquence de ça, c'est qu'Abraham n'a pas été invité youth. Puis c'est sûr que c'est une grande déception, là, parce que quand tu fais ça toute ta vie, puis tu as toujours performé, tu ne fais pas inviter au youth, bon, ça peut te décevoir comme personne. Fait que, il faut quand même comprendre aussi là, que ce n'était pas un chemin facile où ce qu'on le voyait vraiment un gars qui allait se faire repêcher. Et quand Abraham, sa première année d'éligibilité au draft, là, je connais Jasmin Roy, je connais M. Pelletier pour les Mets, Alex Agostino, c'est des gens que je connais. Mais Abraham, c'était pas la personne qui sortait le plus du lot, là, je te dirais, pour sa première année au draft. C'est une déception. Jusqu'à temps qu'il a commencé à prendre les choses en main, comme qu'il a toujours fait, puis il a frappé 21 circuits, il était All-American, le meilleur troisième but des États-Unis. La seule chose qu'Abraham a fait, là, c'est seulement traverser la frontière en passant. C'est pas qu'ici il était moins bon, puis là-bas il est devenu bon. C'est simplement que quand il était là-bas, ils l'ont vu pour sa juste valeur, puis s'est fait réfléchir en cinquième ronde par les Astros. Et dans son évolution avec le. Parce que tu sais, son évolution dans le mineur s'est faite quand même assez rapidement et on l'a vu vraiment performer à un haut niveau. Il a eu ses premières présences dans le baseball majeur et dans les Astros, dans ses premières présences. Tout le monde se souvient du Where the F is Toro quand Justin Exact. Verlander réussit à compléter son match sans point de coup sûr. Comment toi, tu as vécu ça? Comme, tu sais, c'est ton frère que tu as vu, que tu as grandi avec. Puis là, tu le vois réaliser des aussi grands exploits dans ses premiers pas dans le baseball majeur. Comment toi, tu as perçu ça et comment la famille aussi, à travers tout ça, a vécu ça? Une des choses qu'il ne faut pas obliger, puis dans le scouting, c'est extrêmement important. Il vient de où, le joueur? Il vient de où? Abraham vient d'une famille de baseball. Abraham a grandi avec mon cousin Davidson, Brian, qui j'étais avec lui au championnat canadien senior, et moi. Abraham, il a vu l'excellence à travers sa vie. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'il avait manqué cet élément-là. Et son frère, c'est moi. Moi, j'étais un joueur, un compétiteur. J'étais meilleur frappeur de la Ligue junior ma dernière année.
3 fois champion junior aux États-Unis, etc. Et c'est pour ça que c'est bon, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais quand on voit là, qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est sûr que nous autres, ce qu'on a vu, c'est vraiment ce qu'on a rêvé. C'est exactement ça. Ce que tu rêves, là, Road to the Show dans un PlayStation, puis là, tu crées ton joueur, etc. On a vu ça. On a vu ça à travers Abraham. C'est toutes les fois que tu vas te lancer, les pratiques, tout quand tu vas jouer dans la cour, mais là, tu le vois vraiment à Toronto, à New York, à Boston, à Chicago. Et c'est là que tu dis qu'un rêve peut être accompli. Et ça, c'est le message que j'envoie, c'est que oui, c'est arrivé à lui, mais ça peut arriver à d'autres joueurs. Par contre, il faut qu'on fasse les bonnes choses là, pour que d'autres joueurs puissent avoir ça. Ce qu'on doit normaliser ici, là, c'est que on est capable d'avoir plus de joueurs dans la Ligue majeure. On doit normaliser ça parce que maintenant, on voit ça comme tout un exploit. Non, en Amérique latine, c'est des choses qui arrivent couramment aux États-Unis ici. Ici, on devrait être capable de le normaliser un peu plus parce que le talent est là. Et moi, ce que je me demandais, puis je pense que tu peux réussir à éclaircir certaines informations à travers ça. Parce que tu sais, quand tu es un amateur de baseball au Québec, tu vas voir les articles de RDS, tu vas voir les articles de plusieurs médias sportifs. Et tout ce qu'on voit souvent, c'est les stats de certains joueurs, de l'évolution à travers tout ça. Et tu sais, dans les dernières années, pour rester encore dans le sujet, au niveau des performances où ton frère fait dans les dernières années, tu sais, comme en ce moment, tu portes un chandail des Brewers, il y a eu les Ouais. Mariners, les Astros, maintenant il est avec les Athlétiques qui vont devenir les Athlétiques de Vegas lors de la prochaine saison. Qu'est-ce que tu crois qui n'a pas été en faveur d'Abraham dans les dernières années? Parce que, tu sais, naturellement, on l'a vu aller dans les Astros. Il y a eu des belles performances, mais il y avait Alex Bregman qui était déjà à sa position, que c'était dur de réussir à retasser un joueur qui avait une aussi grosse prestance. Les Mariners, il y a eu plusieurs possibilités, les choses ont changé. Il y a eu une autre opportunité avec les Brewers. Maintenant, avec les Athlétiques, qu'est-ce que tu penses qui était peut-être pas. Tu parlais d'opportunité tantôt, peut-être qu'il n'était pas l'opportunité placée pour Abraham pour réussir à vraiment s'établir dans les majeurs. Tu sais, je vais répondre de cette façon parce que je trouve que c'est important. Je pense qu'Abraham a eu toutes les chances de réussir dans ces niveaux, dans ce niveau-là. Un at-bat, tu as ta chance. Être sur le banc, tu as ta chance. Abraham a eu sa chance. L'année prochaine, il va jouer sa 6e année des games dans les ligues majeures et il a pris sa chance parce qu'il est encore là. Il y a des joueurs qui ont une carrière courte, ça peut être 6 mois, ça peut être des fois 2 semaines, ça peut être 3 ans. Fait que, dès que tu es là, tu as encore ta chance. Fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné, c'est quelque chose qu'il a travaillé pour. Puis la saison passée, il y a une saison très, très forte dans le 3A. Quand il était dans la Ligue majeure, il a pris sa chance. Rendu là, il ne peut pas lui-même faire le line-up. Mais il a fait ce qu'il devait faire à travers toute sa carrière. De plus en plus, les gars vont monter et descendre. Aujourd'hui, un gars qui reste 5 ans fixe dans la Ligue majeure, il peut faire entre 50 et 100 millions de dollars. C'est très difficile. Puis les équipes, souvent, ils veulent jouer aussi avec le budget, puis avoir les gars ici ups and downs. Il y a un côté de ça qui est très business. Mais de faire ce qu'il a fait et de finir cette année-là, sa 5e année d'avoir joué des games dans la Ligue majeure, c'est un exploit en soi. Là. Fait que, mais oui, il y a eu des chances, puis il va les avoir encore. Puis honnêtement, je prédis qu'Abraham va jouer facilement là, une autre 10 années au baseball professionnel si la santé lui permet. Et est-ce que tu crois qu'avec les Athlétiques, un club qui, dans les dernières années, a laissé aller des Matt Olson, des gros joueurs, est-ce que tu crois qu'il y aurait une possibilité peut-être de pouvoir réussir à avoir peut-être plus de games que les dernières années dans le baseball majeur? Parce que comme tu dis, c'est normal qu'il y ait des ups and downs, mais est-ce que tu crois que dans une équipe comme ça peut lui donner une chance de peut-être faire une longévité dans la prochaine année plus longue que les dernières années? Tu sais, c'est sûr que tu sais, le baseball pro, même n'importe quel, on ne te donnera pas le spot gratuit. Tu sais. Oui, tu sais, ça arrivera nulle part. Que tu sois dans la meilleure équipe, dans la pire équipe, le monde du baseball, c'est un monde de requins, comme on dit. C'est un monde extrêmement difficile, mais c'est difficile aussi à travers le niveau de junior college, universitaire, et ça peut être la Ligue Frontier haute. Fait que, tu sais, cette année-là, c'est sûr que c'est facile à dire, oui, il va jouer, mais c'est à lui de démontrer aussi qu'il est capable de jouer à ce niveau-là. Puis je pense que vraiment, il est prêt, il s'entraîne fort tous les hivers pour performer là, en 2024.
mais on ne donnera rien de facile. Puis n'importe quel compétiteur veut que ça soit difficile aussi. Je t'ai parlé du championnat canadien quand vous m'avez benché, mais je ne veux pas qu'on me donne les choses faciles non plus. C'est normal. Puis lui, je pense qu'il a le même mindset aussi. Et justement, là, les deux derniers sujets que je veux aborder avec toi, parce que c'est quelque chose qu'on a touché tout à l'heure, justement, le championnat canadien, peux-tu nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Parce que vous avez gagné la médaille d'or. Tu parles justement que tu as été benché dans les premiers matchs. Comment ça s'est passé, cette expérience-là, à Red Deer, en Alberta? Non, honnêtement, l'organisation est incroyable. Là. Donc, Atelier, c'est un gars que j'avais joué contre lui, justement, Juco, Sébastien Piché aussi, JP Lémé qui était là. C'est une organisation incroyable. Ils ont bâti une équipe de fous, littéralement, une équipe solide. Les gars voulaient aller là gagner. Les gars étaient sharp. Je me rappelle quand j'étais arrivé un matin puis je vois les gars s'étirer sur le terrain. Puis je leur disais, gars, j'espère que vous allez faire la même chose dans vos équipes seniors parce que on était une équipe pro. Là. Fait que c'est une expérience cool. Puis aussi de voir des gars plus jeunes, des gars que j'entendais, qui venaient, qui étaient bons, de les voir performer live. Puis tu sais, j'avais le rôle de vétéran. Fait que c'est sûr que c'est un rôle qui était pas facile, tu sais. Parce que comme je dis, j'étais le plus vieux de l'équipe, là, comme côté frappeur, mais j'étais très humble à avoir cette opportunité-là. Euh, je te disais ça d'être benché parce que ça faisait des années que j'avais pas été benché. Honnêtement, avec l'équipe qu'on avait, je comprends absolument pourquoi. Là. Mais tu sais, de voir les Québécois performer à ce niveau-là, surtout qu'on n'est pas très aimé souvent quand on va au championnat canadien, de représenter ma province qui m'a adopté aussi en étant vénézuélien, c'est tout un privilège. Puis si je peux représenter le Québec, j'irai demain, même comme lanceur de BP, là, s'il m'invite. Et on parlait tantôt de la Ligue Frontier, puis moi je pense honnêtement là, que c'est quelque chose qui devra être exploité dans les prochaines années au Québec, de dire, tu sais, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une équipe qui pourrait s'établir à Montréal. Je pense qu'en établissant plusieurs équipes comme ça à travers le Québec, ça pourrait donner un peu l'effet Expo de Montréal qu'on avait il y a quelques années, de dire, hey, un jour je rêverais de faire partie des Expos de Montréal. Toi, tu perçois ça comment, le fait qu'il pourrait avoir une équipe qui s'établirait à Montréal? Je ne vois pas encore à ces jours la volonté de la ville de Montréal, même du monde du baseball pour amener une équipe ici. Québec, je peux te le dire, selon moi, c'est ma perception, c'est le meilleur programme de sport-études de toute la province présentement. Ils sont à un autre niveau. Euh, Pas simplement parce qu'il y a un dôme. Oui, un dôme, ça peut se bâtir. La collaboration qu'ils ont avec les capitales, les sports-études, les coachs, les gens, honnêtement, c'est incroyable. J'irais, si mon fils serait un prospect au baseball, je penserais à déménager à Québec pour qu'il puisse avoir accès à ce programme-là. Et je ne vois pas ça à Montréal. Je ne vois pas qu'à Montréal, les gens sont proches. Je ne vois pas que les gens veulent collaborer, travailler ensemble. Et c'est les Yankees de New York en passant, là, les capitales de Québec pour cette ligue-là. Il y a des choses qui se sont faites. Je pense qu'on est des années en retard là-dedans. C'est toujours possible. Mais de la façon que je vois le baseball montréalais, puis les gens impliqués dans le monde du baseball, je ne vois pas comment ils peuvent répéter ce qui se fait à Québec. Trois-Rivières, ils ont du succès. Je pense qu'il y a un peu moins de monde. Ils ont amené Ozo Epelé, justement, un gars de Québec qui a joué pour les capitales, qui connaît cette culture-là. Je suis convaincu qu'il va amener vraiment quelque chose de positif. Allô? Good, all good? Ouais, excuse-moi, Ah, j'ai. il n'y a pas de trouble, ça arrive. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Douglas Toro? Qu'est-ce qu'on croit qui va arriver dans les prochaines années au niveau baseball ou même niveau hors baseball? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est sûr qu'à travers Grand Chelem, mon but, c'est d'aider les plus de joueurs possible. Il y a des joueurs qui sont allés là, frapper des balles qu'ils ne me connaissaient pas, puis qui ont fini par avoir une bourse aux États-Unis. Et je veux collaborer, j'ai déjà été là. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est que n'importe quelle personne qui a un doute, qui veut avoir une deuxième opinion, venez au centre Grand Chelem, on peut vous aider. Le message qui est important, c'est que le sport-études, c'est des programmes essentiels pour le Québec. Par contre, il y a d'autres options aussi. Notre option n'est pas meilleure, mais n'est pas moins bonne non plus.
on a une expertise qui est importante et on veut que les gens nous utilisent parce que cette expertise que j'ai appris là, à travers 2 décennies, je veux le partager. T'sais, et c'est ça, je pense, le but, notre but aussi avec mon partenaire. Puis idéalement, ce que j'aimerais, là, tu parlais du dôme, c'est d'amener des meilleures installations là, pour les joueurs de baseball. C'est sûr que c'est dans nos plans. J'espère pouvoir réussir. On a un plan là, court terme sur 3 à 5 ans. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile. À Montréal, les coûts de la vie est cher, les terrains sont extrêmement chers. Et on va devoir réfléchir là-dessus. Il faut que ça soit aussi rentable. Mais notre but, c'est de pouvoir développer l'infrastructure nécessaire pour les joueurs de balle pour qu'ils puissent avoir accès à tout ce qu'ils ont besoin. Ben, c'est sûr qu'un terrain accessible pour le baseball permet d'avoir du baseball à l'année, du baseball de qualité, parce que entre une différence entre un dôme sur un terrain synthétique ou un terrain qui ressemble plus à un terrain de baseball et un gymnase, c'est deux choses complètement différentes. Puis de ce que j'en comprends, et corrige-moi si je me trompe, je pense qu'on parle d'aller chercher de l'ouverture pour le monde baseball, pour tous les bienfaits de chaque différence entre, exemple, le baseball public, sport-études et le baseball privé du type Grand Chelem qui offre un deuxième opinion, qui offre des choses différentes. Fait que ce que je comprends, on parle d'une ouverture d'esprit différente dans le baseball québécois. 100%, là, il y a un gars comme, tu sais, qui, exemple, Tristan Baudin a eu une place aussi, là, il y a N46 aussi, Monsieur Breyer qui en a un, je pense, à Sainte-Anne, il y a aussi une place, là, à Boucherville, il y a l'entrepôt du baseball, ces places-là, ces gens-là, ils investissent probablement, tu sais, je connais pas tout comment ils ont fait, tout leur argent personnel, peut-être des prêts à la banque, tu sais, il faut que ces gens-là soient encouragés, soient reconnus par la fédération, on n'est pas des ennemis, on est des amis de la fédération. Puis quelque chose que je veux aussi mettre au clair, c'est que on n'est pas obligé de sortir du Québec pour être bon. On n'est pas obligé de sortir du Québec pour avoir une bourse. Ce n'est pas vrai, ça. Il y a des programmes qui sont créés, qu'on vend un rêve, il faut que tu s'en aies joué là-bas, ici et là, pour être meilleur. Ce n'est pas vrai. Abraham n'a pas vécu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. On a fait ça d'ici. C'est une option que les jeunes devraient avoir. Si quelqu'un veut faire un programme en République dominicaine ou en Floride, j'encourage les gens à s'informer si ça fit. Mais s'ils se font vendre que c'est le seul chemin, je dis que c'est faux. Il faut comprendre que le baseball aussi, il y a des gens qui vont littéralement faire n'importe quoi pour avoir des cotisations et vendre un produit qui n'existe pas. Du Québec, il y a des belles choses qui peuvent être faites, puis j'encourage vraiment, là, surtout l'Académie baseball Canada, à revenir à jouer, puis que leurs joueurs puissent jouer ici à travers la province, à travers le réseau qu'eux-mêmes ont bâti, et non pas de partir tout le temps là, à travers tous les tournois américains, car on a besoin de ces jeunes-là pour qu'ils bâtissent la future génération de baseballeurs, surtout que c'est les meilleurs joueurs du Québec. Ben, hey, merci Douglas d'être venu au podcast Le Monticule, de nous amener une vision différente du baseball au Québec, parce que c'est important de pouvoir toucher à chacune des versions de tout le monde pour mieux comprendre et surtout avancer vers un baseball au Québec qui augmente et qui grandit. Ben, merci Douglas Taureau, VP chez le Centre Grand Chelem de Montréal, d'être venu nous partager ton histoire, de nous partager le baseball privé, ton parcours dans le baseball et surtout ta vision du baseball. C'était très apprécié et on espère aussi te voir faire de grandes choses dans le baseball à travers les prochaines années. Pour ceux qui ne sont pas toujours abonnés au podcast Le Monticule, c'est le temps Le Monticule partout sur toutes les autres plateformes. Instagram, TikTok, Facebook, Threads. Je suis partout et on va encore avoir des grands noms du baseball québécois qui vont venir nous discuter dans les prochaines semaines. Des athlètes de d'autres sports aussi. On se dirige vers d'autres sports dans les prochaines semaines. Ça va être assez intéressant. Partagez, aimez et abonnez-vous au Monticule et on se voit bientôt pour une autre édition du Monticule. Ciao! Bye bye, merci.